Le prix du lithium bondit d'environ 30% en 6 mois et le Mali découvre que son sous-sol n'est plus un décor. Près de 100 000 tonnes confirmées début 2025 suffisent à attirer regards, calculs et pression, tandis que l'étiquette de fragilité continue d'être répétée. Pour ceux qui observent Ibrahim Traoré à Bamako, que signifie ce choc de chiffres quand la ressource devient une variable de pouvoir ? La bascule paraît brève, mais lourde. Contrôler le rythme, les conditions et les bénéficiaires, ou laisser d'autres écrire la suite avant que les réactions diplomatiques et sécuritaires ne s'alignent, cette séquence promet plus qu'un récit minier. Elle propose une grille de lecture pour comprendre comment une ressource stratégique peut reconfigurer un état perçu comme périphérique. L'enjeu central tient en peu de mots, transformer un avantage géologique en capacité de décision durable, sans se laisser enfermer par les réactions extérieures. Ce bénéfice est concret, mieux lire les choix à venir au lieu de les réduire à des gestes isolés ou idéologiques. Mais le risque est immédiat. Chaque annonce autour du lithium agit comme un signal adressé à des marchés, à des partenaires régionaux et à des puissances industrielles attentives. Dans ce contexte, aucune décision n'est neutre. Accélérer l'exploitation peut renforcer l'attractivité économique tout en exposant le pays à une captation rapide de la valeur. A l'inverse, ralentir et encadrer peut protéger la souveraineté au prix de tensions diplomatiques et financières. Ce qui se joue dépasse donc la simple question des réserves. Il s'agit d'un arbitrage entre contrôle du tempo, partage des bénéfices et acceptation du coût politique à court terme. C'est dans cet espace contraint que les décisions prennent leur sens réel. 2 chiffres suffisent à déplacer l'analyse dès l'ouverture. Près de 100 000 tonnes de lithium sont confirmées début 2025, au moment où le prix mondial progresse d'environ 30% en 6 mois. Cette coïncidence transforme une hypothèse marginale en facteur structurant. Le Mali cesse d'être lu comme un territoire périphérique, car son sous-sol devient une variable active de l'ordre énergétique en recomposition. À partir de là, le contexte change de densité. Les données minières, les réactions diplomatiques et les discours sécuritaires, longtemps perçus comme disjoints, commencent à s'ordonner. Ce qui paraissait fragmenté se met en ligne. Chaque information chiffrée n'est plus isolée. Elle alimente une chaîne d'anticipation où les acteurs extérieurs recalculent leur position, parfois plus vite que les institutions locales ne peuvent s'ajuster. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré s'insère moins comme un symbole idéologique que comme un acteur placé à un point de friction précis. Les gestes attribués au pouvoir malien prennent une autre signification lorsqu'on les replace dans une dynamique où l'augmentation des estimations de réserves attire mécaniquement des intérêts concurrents. Plus les chiffres circulent, plus les pressions se rapprochent. 3 dynamiques se croisent alors. D'abord, la confirmation du gisement transforme Bamako en centre d'attention internationale, accélérant les calculs stratégiques autour du Sahel. Ensuite, la hausse rapide des prix crée un effet d'aspiration. Le lithium malien devient un enjeu immédiat pour des acteurs qui résonnent à l'échelle globale. Enfin, les premiers signaux sécuritaires de 2025, survols répétés, mouvements discrets, tentatives de cartographie, rendent visibles des logiques longtemps latentes. Pris séparément, ces éléments pourraient sembler anecdotiques. Ensemble, ils dessinent une rupture nette. Le Mali ne subit plus seulement des tensions régionales. Il se retrouve au cœur d'une compétition énergétique où chaque donnée modifie l'équilibre des anticipations. Comprendre ce point de bascule éclaire pourquoi certaines décisions, jugées abruptes à l'extérieur, apparaissent au contraire rationnelles depuis l'intérieur. Pour saisir la portée concrète de la bascule, il faut quitter les annonces et suivre ceux qui perçoivent les changements avant qu'ils ne deviennent visibles. Sur le terrain, officiers locaux, responsables techniques et chefs communautaires décrivent dès le début de 2025 une même série de signaux discrets. Des présences inhabituelles apparaissent autour des zones minières sans communication officielle ni couverture médiatique. Il ne s'agit pas d'affrontements ouverts, mais de repérages, d'approches et de tentatives d'accès qui modifient la perception de l'espace. Dans les régions proches des gisements,
Des civils récemment formés à la défense territoriale signalent plusieurs incursions menées par de petites équipes cherchant à cartographier les accès. Les informations restent fragmentaires, mais leur répétition crée un faisceau d'indices. Pour ces acteurs de terrain, le sous-sol cesse d'être une abstraction économique. Il devient un point de contact direct avec des intérêts extérieurs et donc un enjeu quotidien. Plus au sud, des chefs traditionnels rapportent avoir été sollicités pour soutenir des projets d'exploitation accélérés, assortis de compensations financières présentées comme des opportunités locales. Ces propositions, prudentes dans la forme, révèlent une pression croissante bien avant les décisions visibles prises à Bamako. Elles déplacent la question du registre idéologique vers un registre matériel, ancré dans la vie des villages. Pris isolément, ces récits pourraient paraître secondaires. Leur importance tient à leur convergence. Ensemble, ils dessinent une phase d'alerte précoce où les communautés comprennent avant tout le monde que leur environnement change de statut stratégique. Le sens devient alors clair et immédiat. La séquence bascule lorsque les signaux faibles accumulés au début de 2025 se transforment en décisions visibles. Ce qui relevait jusque-là de l'observation devient action. L'activation est nette. Au printemps, le gouvernement malien annonce une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises étrangères opérant dans le secteur minier. Le geste est administratif, presque technique, mais son effet est immédiat. Les acteurs concernés protestent, évoquent des risques pour l'investissement et agitent la menace d'un retrait partiel. Le message extérieur est clair, la valeur augmente, mais l'accès se complique. À ce stade, l'attente dominante est celle d'un ajustement rapide. Beaucoup anticipent un recul, une renégociation, un compromis discret. Pourtant, la dynamique suit une autre trajectoire. La décision n'est ni corrigée ni atténuée. Elle s'inscrit au contraire dans une lecture où la hausse rapide des prix mondiaux confère au Mali une marge de manœuvre inédite. Le pouvoir parie sur un rapport de force recalculé. Moins dépendant qu'auparavant, le pays peut absorber une phase de tension sans céder immédiatement. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît non comme un improvisateur, mais comme l'exécutant d'une séquence déjà engagée par les données. La montée en tension s'étale sur les mois suivants. Les entreprises minières cherchent à contourner la taxe par des négociations discrètes, des demandes d'exemption ou des ajustements contractuels. Chaque tentative provoque une réponse supplémentaire. Les autorités renforcent la surveillance des zones d'extraction, limitent certains accès et resserrent le contrôle des flux financiers liés aux activités minières. La relation change de nature. Elle ne repose plus sur la recherche d'un compromis rapide, mais sur l'affirmation d'un cadre présenté comme non négociable. Le point culminant survient à l'automne. En octobre 2025, le gouvernement annonce la fermeture totale des frontières. L'acte est à la fois symbolique et opérationnel. Il signale que la protection des ressources devient prioritaire sur toute autre considération. À l'extérieur, la décision est interprétée comme un isolement volontaire, voire comme un retour en arrière. À l'intérieur, elle s'inscrit dans la continuité d'une stratégie déjà perceptible, réduire les points d'entrée, contrôler les mouvements et verrouiller les zones jugées sensibles. Les répliques ne tardent pas. Quelques jours après l'annonce, une tentative de franchissement de la frontière par un groupe armé se produit sous couvert de protection d'intérêts économiques. L'affrontement est bref, mais il cristallise la tension accumulée depuis des mois. Les forces locales repoussent l'incursion. L'épisode agit comme un signal adressé à l'ensemble des observateurs régionaux. Le cadre a changé et il sera défendu. À partir de ce moment, chaque événement renvoie presté serment au précédent. Les sanctions économiques annoncées à l'international, les condamnations diplomatiques et les pressions médiatiques s'agrègent en une même onde de choc. Mais cette onde ne produit pas l'effet attendu. L'opinion publique interne, loin de se fragmenter, se restructure autour d'un sentiment de souveraineté affirmée. De l'activation initiale aux répliques finales, la séquence révèle une logique cohérente. Accepter le coût de la confrontation pour redéfinir durablement les conditions d'accès aux ressources. Avant 2025, le lithium malien relevait d'une estimation prudente. En quelques mois, il devient un levier mesurable. Le premier indicateur opère comme un basculement net, près de 100 000 tonnes de réserves sont confirmées. Cette quantité
transforme une incertitude géologique en actif stratégique tangible, suffisamment crédible pour modifier les calculs des acteurs industriels et diplomatiques. Le deuxième indicateur agit comme un amplificateur temporel. Sur la même période, le prix mondial du lithium progresse d'environ 30% en 6 mois. Cette hausse rapide augmente mécaniquement la valeur politique de chaque décision nationale, car la ressource prend de la valeur plus vite que les cadres institutionnels censés l'encadrer. Un troisième repère relie ces données économiques au terrain social. Une enquête conduite au milieu de 2025 indique qu'environ 60% de la population soutient les mesures de protection des ressources. Ce soutien majoritaire élargit la marge de manœuvre interne en réduisant le coût politique immédiat des décisions les plus contraignantes. Pris ensemble, ces trois chiffres forment une chaîne logique. Le volume confirmé crée l'intérêt. La hausse des prix crée la pression. L'adhésion interne crée la capacité d'absorption du choc. C'est dans cet espace que les décisions portées par le pouvoir malien prennent une cohérence nouvelle. Elles cessent d'apparaître comme des paris isolés et s'inscrivent dans une lecture coût-bénéfice recalculée à partir de données concrètes. Ce passage du baseline au delta modifie aussi la posture des acteurs extérieurs. Tant que les réserves restaient incertaines, la prudence dominait. Lorsque les chiffres se stabilisent et que les prix s'envolent, l'empressement apparaît. Les tentatives de négociation accélérées, les demandes d'accès privilégiés et les pressions diplomatiques suivent cette courbe. Les données ne déclenchent pas seulement des décisions internes, elles provoquent des réactions en chaîne, parfois plus rapides que les canaux institutionnels classiques. À l'intérieur du pays, l'effet est tout aussi mesurable, même s'il demeure partiel. Les revenus potentiels associés au lithium ouvrent une perspective de redistribution, tandis que les mécanismes de contrôle renforcés visent à éviter une captation externe immédiate. Le choix implicite consiste à accepter un ralentissement des flux à court terme pour sécuriser une valeur à moyen terme. Dans cette temporalité, la fluidité immédiate est sacrifiée au profit de la maîtrise future. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique analytique plutôt que symbolique. Les décisions associées à son pouvoir apparaissent alignées avec la lecture des chiffres, protégées quand la valeur accélère, consolidées quand l'intérêt extérieur se rapproche. La stratégie ne repose pas sur une posture idéologique, mais sur l'interprétation d'un environnement chiffré devenu contraignant. Ces indicateurs n'expliquent pas tout. Ils n'anticipent ni les retournements de marché, ni l'intensité des pressions à venir, mais ils structurent le cadre. Ils montrent pourquoi certaines décisions, perçues comme abruptes à l'extérieur, apparaissent cohérentes à l'intérieur. La question qui demeure est simple et ouverte. Jusqu'où ce cadre chiffré peut-il résister lorsque les équilibres régionaux continuent de se déplacer? Deux lectures cohérentes s'affrontent autour des décisions prises en 2025, chacune appuyée sur des arguments solides. La première défend la ligne gouvernementale au nom de la sécurité et du timing. Selon ses partisans, les signaux observés en amont, repérage discret, approche autour des zones minières, pression précoce, indiquaient que la compétition pour la ressource était déjà engagée. Dans ce cadre, la taxe exceptionnelle, le contrôle renforcé et la fermeture des frontières constituent des réponses proportionnées. L'argument central est simple. Lorsque la valeur d'un actif stratégique accélère, l'inaction devient le risque majeur. Mieux vaut encadrer tôt que réparer tard. Le second argument de cette position est économique. La hausse d'environ 30% du prix du lithium modifie le rapport de force. Dans un marché tendu, la ressource gagne en attractivité, ce qui réduit temporairement la dépendance aux capitaux étrangers. Accepter une phase de tension permettrait alors de renégocier ultérieurement depuis une position plus favorable. La souveraineté n'est pas vue comme une rupture durable, mais comme un levier tactique destiné à améliorer les termes futurs de l'échange. Face à cette lecture, une opposition tout aussi structurée se fait entendre. Ses défenseurs soulignent le risque d'isolement économique et diplomatique. La fermeture des frontières et le durcissement réglementaire peuvent freiner l'accès au marché, ralentir les flux financiers et exposer le pays à des sanctions. Ils ajoutent qu'une économie trop centrée sur une seule ressource reste vulnérable au retournement de prix. Si le marché se replie,
l'avantage stratégique pourrait se transformer en contrainte lourde, difficile à absorber. Pour dépasser cette opposition, il faut confronter ces arguments aux données disponibles. La confirmation de volumes significatifs réduit l'incertitude structurelle qui justifiait auparavant la prudence. Le soutien d'environ 60% de la population aux mesures de protection limite le coût politique interne à court terme. Enfin, les pressions observées dès le début de 2025 suggèrent que l'option de l'attentisme aurait elle aussi entraîné des coûts réels. Dans cette lecture, les choix associés à Ibrahim Traoré apparaissent moins comme un pari idéologique que comme un arbitrage contraint par des données chiffrées et des signaux sécuritaires convergents. Les deux positions identifient des risques réels, mais l'environnement mesuré tend à montrer que la défense active des ressources répond davantage à une nécessité stratégique qu'à une posture de principe. Et voici le pivot discret qui change tout. Ce moment charnière ne prend pas la forme d'une annonce spectaculaire, mais d'une décision administrative qui redéfinit la trajectoire engagée depuis le début de l'année. Le 15 août 2025, la création d'un fonds souverain national est annoncée. Ce geste transforme une logique défensive en architecture durable de captation interne de la valeur minière. Le pays ne se contente plus de protéger l'accès au lithium. Il organise désormais la manière dont ses revenus seront conservés, orientés et redistribués. Cette inflexion modifie la temporalité du rapport de force. Jusque-là, les décisions répondaient à des pressions immédiates, incursions, négociations forcées, menaces de retrait. Avec le fonds souverain, l'État projette une stratégie de moyen terme, la ressource cesse d'être uniquement un enjeu de contrôle. Elle devient un instrument de reconstruction économique et de planification. Le conflit latent ne disparaît pas, mais il se déplace. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré acquiert une épaisseur analytique nouvelle. Les choix qui lui sont associés, souvent perçus comme abrupts, s'inscrivent désormais dans une séquence lisible où protection territoriale et organisation économique se superposent. Le fonds agit comme une charnière. Il clôt une phase de réaction et en ouvre une autre, plus proactive. À partir de ce point médian, la question n'est plus seulement de savoir comment défendre la ressource, mais quelles conséquences concrètes cette bascule produit pour les acteurs concernés, à l'intérieur comme au-delà des frontières. Les effets de la stratégie engagée se déploient de manière inégale selon les acteurs, révélant la portée concrète du basculement. Pour l'État, d'abord, la reprise en main des ressources modifie la capacité d'action publique. La canalisation des revenus potentiels, via des mécanismes nationaux, renforce l'autonomie budgétaire et réduit la dépendance immédiate à des appuis extérieurs. Cette marge nouvelle permet de financer des priorités internes et de renforcer la présence institutionnelle dans des zones longtemps perçues comme périphériques. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré incarne une ligne de continuité où la souveraineté économique devient un instrument de stabilisation politique au prix d'une exposition accrue aux pressions diplomatiques. Pour les entreprises, l'impact est contrasté. Les opérateurs étrangers font face à un cadre plus contraignant, marqué par la taxe exceptionnelle et un contrôle renforcé des flux. Certains réduisent leur exposition, d'autres cherchent à renégocier leurs conditions d'accès. En parallèle, ce retrait partiel crée un espace pour des acteurs nationaux jusqu'alors cantonnés à des rôles secondaires. Les entreprises locales gagnent en visibilité et en responsabilité, notamment dans les fonctions techniques et logistiques. Cette transition reste progressive et exigeante, mais elle redessine un paysage où la valeur ajoutée a davantage de chances de rester sur le territoire. Pour les populations vivant à proximité des zones minières, les conséquences sont immédiatement perceptibles. L'encadrement accru des activités et la montée en compétences locales ouvrent des perspectives d'emploi nouvelles. Les formations techniques prennent une importance croissante, tandis que les infrastructures associées à l'extraction se développent. Dans le même temps, la valeur stratégique du sous-sol s'accompagne de tensions sécuritaires persistantes. Les attentes de redistribution cohabitent avec une vigilance quotidienne accrue, créant un équilibre fragile entre espoir et inquiétude. À l'échelle régionale, enfin, le signal envoyé dépasse largement les frontières nationales. Les pays voisins du Sahel observent attentivement la manière dont le Mali transforme une ressource en levier politique.
Certains y voient un précédent susceptible d'inspirer des politiques similaires, d'autres redoutent une recomposition des alliances et des flux économiques. La hausse rapide des prix du lithium amplifie cette lecture. La compétition pour les ressources s'intensifie et chaque décision nationale résonne dans un environnement régional déjà instable. Ces effets convergent vers une même réalité. La ressource ne se contente plus de générer des revenus potentiels, elle redéfinit les rapports de force entre institutions, acteurs économiques, communautés locales et voisins régionaux. Dans ce cadre, les choix associés à Ibrahim Traoré cessent d'être abstraits. Ils se traduisent par des ajustements concrets, visibles et parfois coûteux. La question qui s'impose désormais est de savoir si cette recomposition peut être consolidée dans le temps à mesure que les attentes internes et les pressions extérieures continuent de monter. À partir des dynamiques observées depuis 2025, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à prolonger les lignes de force déjà visibles et à tester leur capacité de résistance. Le premier scénario correspond à une stabilisation sous vigilance. Dans cette configuration, le Mali parvient à maintenir l'équilibre créé par la taxe exceptionnelle, le contrôle renforcé des zones minières et l'activation du fonds souverain. Les investissements étrangers se contractent sans disparaître, tandis que les acteurs nationaux consolident progressivement leurs compétences. Les recettes issues du lithium sont orientées vers des projets ciblés, notamment la formation technique et les infrastructures liées à l'extraction. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues. Si les prix mondiaux se maintiennent, alors cette trajectoire permet une consolidation lente, fondée sur des ajustements continus plutôt que sur des ruptures supplémentaires. Le deuxième scénario, plus favorable, repose sur une dynamique de coordination régionale. L'exemple malien agit ici comme un catalyseur. D'autres pays du Sahel, confrontés à des enjeux similaires de ressources et de souveraineté, cherchent à rapprocher leurs cadres fiscaux et réglementaires. Cette convergence accroît leur poids face aux acteurs industriels globaux et réduit l'isolement. Si cette coordination se matérialise, alors le Mali transforme une stratégie nationale en levier régional. Le fonds souverain devient un outil de financement de projets dépassant le strict cadre national, notamment en matière d'infrastructures partagées. Le troisième scénario est plus contraint. Il s'inscrit dans une intensification des pressions extérieures. Les sanctions économiques se durcissent, l'accès au marché se complique et les flux financiers ralentissent. Les retards d'investissement s'accumulent, tandis que les promesses de redistribution peinent à se concrétiser. Si, dans le même temps, les prix du lithium se replient, alors la marge de manœuvre se réduit rapidement. Le pays se retrouve confronté à des arbitrages délicats entre maintien de la ligne souverainiste et concessions économiques ciblées. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un seul avenir, il devient essentiel d'évaluer en continu l'interaction entre pression externe, capacité interne et alliance régionale. C'est dans cet ajustement permanent que se jouera réellement la trajectoire des mois à venir, au-delà des réactions immédiates. Au-delà des équilibres macroéconomiques, les décisions prises depuis 2025 touchent directement des groupes bien identifiés. Pour les jeunes générations, d'abord, la reconfiguration du secteur minier ouvre un horizon inédit. La priorité donnée à la formation technique et à la montée en compétences locales transforme les attentes. Les trajectoires professionnelles ne se limitent peu plus à l'émigration ou à l'informel. La perspective d'emplois qualifiés, liés à l'extraction, à la maintenance et à la gestion, modifie le rapport au temps et à l'avenir. Pour les familles vivant à proximité des zones minières, l'impact est plus ambivalent. D'un côté, l'arrivée d'infrastructures et la promesse d'une redistribution encadrée suscitent des espoirs concrets. Les services associés, les emplois indirects et la reconnaissance accrue des communautés locales renforcent le lien avec l'État. De l'autre, la valeur stratégique du sous-sol introduit une vigilance nouvelle. Les bénéfices attendus cohabitent avec des inquiétudes sécuritaires, et le quotidien s'organise autour de cette tension permanente. Les entrepreneurs locaux, enfin, se trouvent à un point de bascule. Le retrait partiel de certains opérateurs étrangers crée un espace d'initiative, mais il exige une adaptation rapide. Répondre à des normes plus strictes, assumer des responsabilités techniques accrues
et accéder à des financements restent des défis majeurs. Pour ceux qui parviennent à s'inscrire dans ce cadre, l'opportunité est réelle. La valeur ajoutée peut être captée localement et non plus systématiquement transférée à l'extérieur. Ces expériences, différentes mais convergentes, dessinent une même réalité. Les choix stratégiques cessent d'être abstraits lorsqu'ils se traduisent en parcours de vie, en attentes sociales et en arbitrage quotidien. C'est à ce niveau humain que la stratégie révèle sa portée réelle. La consolidation de la trajectoire engagée repose désormais sur une série d'étapes concrètes, pensées pour transformer une posture de protection en politique durable. La première étape concerne la gouvernance. Clarifier qui décide, à quel niveau et selon quels critères devient essentiel pour stabiliser le cadre. Le fonds souverain joue ici un rôle central. Il doit canaliser les revenus issus du lithium, fixer des priorités d'investissement et garantir une traçabilité suffisante pour préserver la confiance interne. Sans cette lisibilité, la stratégie perdrait sa cohérence. La deuxième étape porte sur le capital humain. Réduire la dépendance aux expertises extérieures passe par des programmes de formation ciblés orientés vers les métiers techniques, scientifiques et de gestion liés à la filière minière. L'objectif n'est pas l'autarcie immédiate, mais une montée en compétences progressive. Cette évolution doit être mesurée par des indicateurs simples. Nombre de techniciens formés, postes clés, occupés localement et continuité opérationnelle des sites. La troisième étape touche à l'allocation des revenus. Diversifier les usages des recettes minières permet de limiter l'exposition au cycle du marché mondial. Investir dans les infrastructures, l'agriculture ou les services essentiels crée des relais de croissance interne et stabilise les effets de la rente. L'arbitrage consiste à équilibrer rendement à court terme et résilience à long terme sans sacrifier l'un à l'autre. Une quatrième étape s'impose sur le plan régional. Renforcer les coopérations avec les pays voisins du Sahel peut réduire l'isolement et mutualiser certains coûts, notamment en matière de sécurité et de logistique. Cette coordination reste délicate, mais elle offre une alternative au rapport asymétrique. Dans l'ensemble, cette feuille de route donne une cohérence nouvelle aux décisions prises depuis 2025. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la question n'est plus seulement de protéger une ressource, mais de mesurer, dans le temps, la capacité du pays à convertir cette protection en bénéfices durables et partagés. Le récit revient alors à son point d'origine, là où les changements ont d'abord été perçus sans bruit. Dans les villages proches des zones minières, le territoire n'est plus regardé de la même manière. Les pistes, les collines et les sols familiers ont acquis une signification nouvelle. Ce qui semblait immuable est devenu stratégique, observé, protégé, parfois redouté. Les chefs communautaires, les techniciens locaux et les familles évoquées plus tôt forment désormais le cœur d'un basculement silencieux mais profond. Cette perspective de terrain éclaire la portée réelle des décisions prises depuis 2025, qu'elles ne restent pas confinées aux communiqués officiels ou aux débats diplomatiques. Elles se traduisent par des choix concrets, par des attentes reformulées et par une relation renouvelée entre l'État et ses territoires. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une abstraction politique que comme un point de convergence. Les décisions qui lui sont associées se lisent à travers leurs effets cumulés, visibles dans la durée. Une phrase s'impose alors, simple et directe. La souveraineté commence lorsque les choix deviennent tangibles. Elle résume le passage d'une posture défensive à une affirmation assumée, fondée sur des actes plutôt que sur des intentions. Ce retour au terrain permet de mesurer le chemin parcouru. Le pays n'est plus seulement décrit par sa vulnérabilité, mais par sa capacité à décider malgré les contraintes. Ce qui se joue dans cette séquence dépasse le cadre strictement national. La manière dont un pays choisit de gérer une ressource stratégique interroge des équilibres qui concernent d'autres sociétés confrontées aux mêmes tensions entre souveraineté, intégration mondiale et attentes sociales. Le lithium malien agit ici comme un révélateur. Il met en lumière les choix difficiles qui s'imposent, lorsque la valeur d'un sous-sol accélère plus vite que les cadres politiques censés l'absorber. Observer cette trajectoire invite à élargir le regard. Faut-il privilégier une protection stricte des ressources, au risque de tensions prolongées, ou rechercher des compromis capables d'amortir les chocs extérieurs ?
Comment évaluer le succès d'une stratégie lorsque ses effets se déploient dans le temps long, bien au-delà des réactions immédiates des marchés ou des chancelleries? Et jusqu'où un État peut-il aller pour transformer un avantage minéral en projet collectif durable? Ces questions ne concernent pas uniquement le Mali ni Ibrahim Traoré. Elles résonnent partout où des ressources deviennent des leviers de pouvoir. La réflexion reste ouverte. Elle gagne à être partagée, discutée et confrontée à d'autres expériences afin d'éclairer les choix à venir.